Bienvenue sur notre chaîne internet Opla Info. Nous sommes un média alternatif local qui a l'objectif de défendre la liberté de parole et le droit à l'expression pour tout un chacun. Et nous allons ainsi à la rencontre d'acteurs locaux et de personnalités qui sont soit de passage en Alsace ou qui y vivent et qui, selon nous, méritent d'être découverts et entendus. Pour commencer, Yannick, pourriez-vous nous présenter votre parcours ainsi que vos influences dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'électroculture, et ce qui vous y a mené? Mon parcours. Donc j'ai 46 ans, j'ai grandi dans une petite ferme en Belgique. Mes parents, ils faisaient la ferme plutôt pour l'autonomie. C'était une ferme de 3-4 hectares. Et à côté de ça, ils faisaient du commerce, ils faisaient les marchés avec du textile, pas du textile, de la mercerie plutôt. Et après des produits d'entretien. Donc j'ai à la fois grandi donc à la campagne et dans le monde un peu du commerce sur les marchés. Et après, il était venu le temps de choisir des études. Comme j'étais pas trop mauvais à l'école, habituellement on est amené à faire des études en pensant que trouver du travail comme ça. Et donc du coup j'ai choisi de faire ingénieur agronome. Et là, j'ai été assez choqué, surpris de toutes les techniques industrielles qui sont vraiment déconnectées, je dirais, du bon sens, du respect de l'animal et aussi des plantes, de tous les produits chimiques qu'on utilisait. Je trouvais que c'était quand même exagéré. Et alors, tout naturellement, je me suis intéressé à des techniques alternatives. Mais dans ce temps-là, c'était il y a un peu plus de 20 ans, le monde du bio n'était pas encore autant développé qu'aujourd'hui. Dans les études, on n'en parlait même pas. Donc du coup, moi j'étais un peu connu comme le bio, même que j'y connaissais rien, mais simplement parce que j'étais curieux de trouver des alternatives pour solutionner les problèmes de pollution qu'il y avait déjà dans ce temps-là et aussi pour solutionner les problèmes de maladies et de fertilisation en agriculture. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai découvert un tas d'autres techniques qui avaient un autre monde agricole possible, on va dire. Et du coup, j'ai fait une thèse de fin d'études sur l'influence de fréquences sonores sur les plantes. Ce qui est un peu très alternative, je dirais. Et donc là, j'ai vraiment découvert aussi à tout un monde comment on peut influencer la biosynthèse des protéines, comment on peut faire vraiment de la biotechnologie, mais avec les ondes. Et c'était vraiment aussi une alternative à tout ce qui était approche de génie génétique, de biotechnologie. Dans ce temps-là, ça commençait. Il y avait des cours sur la biotechnologie qui commençaient. Et alors, moi, ma thèse, elle dérangeait fortement. Et à la fin, ils m'ont même demandé d'enlever certaines pages où j'avais écrit alternative au génie génétique. Et le professeur principal m'avait bien fait comprendre que si je laissais cette page dans ma thèse, je recevais pas mon diplôme, tout simplement. Donc du coup, j'ai enlevé la page, mais si les gens veulent ma thèse, je la remets la page. mais voilà, je voulais quand même avoir mon diplôme. Et donc du coup, j'ai continué après dans mon parcours professionnel à m'intéresser aux techniques alternatives. Et c'est comme ça que petit à petit, pour faire une histoire longue, courte, je suis arrivé à l'électroculture. Ouais. Très bien. Donc l'électroculture désigne, si j'ai bien compris, diverses pratiques visant à stimuler la croissance des plantes en les soumettant soit à des champs électriques, soit électromagnétiques ou directement à des courants électriques. Selon vous, quels en sont les principaux avantages directs et quelles sont les techniques qui seraient applicables directement par tout un chacun? Ouais, dans l'électroculture, il y a deux grands groupes de techniques. Mais comme vous dites, c'est toutes sortes d'applications où on va influencer la croissance des plantes et la fertilité des sols aussi avec l'électricité et le magnétisme, mais aussi des ondes électromagnétiques plus subtiles
plus difficile à percevoir aussi. Naturellement, c'est un domaine qui est un peu difficile à, à comprendre, hein, parce que c'est assez impalpable, hein, mais les influences sont bien importantes. Et concrètement, ben, jusqu'à présent, dans l'agriculture, on a fait attention à la chimie des sols, à la microbiologie aussi, hein, mais on n'a pas fait attention à tout ce qui est l'environnement électromagnétique et magnétique et l'influence que ça a sur la vie. Rien que la lumière, c'est des ondes électromagnétiques. Tout le monde est conscient que c'est important qu'il y ait de la lumière pour la croissance des plantes. Mais il y a aussi le magnétisme terrestre qui est tout aussi important, par exemple. Hein, donc, il y a des études scientifiques qui ont prouvé que dès qu'on va augmenter un peu le champ magnétique localement, hein, le champ magnétique terrestre du sol, ben, les plantes y poussent beaucoup mieux. Donc c'est tout simple et concrètement, par exemple, on peut conseiller alors des apports de roches volcaniques qui sont naturellement magnétiques, hein, qui vont augmenter comme ça la fertilité du sol indirectement, qui font que les plantes poussent mieux durablement. Hein. Comparé à un engrais classique, que ce soit bio ou chimique, un engrais classique, souvent il faut l'acheter, il faut en remettre tous les ans. Que des roches magnétiques, c'est comme un aimant, on va dire, ça va rester magnétique pour des dizaines d'années. Donc, on n'a pas besoin d'en rajouter tous les ans. Donc, c'est des techniques qui sont beaucoup plus durables. Et après, il y a d'autres techniques avec des sortes d'antennes qui peuvent, où on utilise parfois comme des antennes type paratonnerre pour capter l'électricité atmosphérique. Qui est là présent, hein, tout le monde connaît ce qui se passe pendant un orage, hein, il y a beaucoup d'électricité dans l'air, ben ça tout le monde connaît, hein, c'est déjà rendu compte qu'après une pluie d'orage, toutes les plantes, l'herbe reverdit, les plantes poussent mieux, ben c'est un peu ça, c'est qu'on va essayer de comprendre tous ces phénomènes électriques dans la nature et comment le transformer en application. Hein, pour augmenter, améliorer la fertilité des terres. Et il y a comme ça toute une série d'applications possibles qui existent déjà même depuis plus d'un siècle, qu'on peut réutiliser et qui donnent des résultats assez importants. Et on mettra aussi, pour les gens qui voient cette vidéo et qui voudraient aller un petit peu plus loin, on mettra votre site, hein, bien entendu, dans la description de la vidéo, pour ceux qui veulent creuser un petit peu le sujet. Donc on comprend que l'électroculture peut avoir des bénéfices directs et considérables sur les récoltes, en tout genre. Et comment expliquez-vous alors que ces pratiques restent encore si méconnues aujourd'hui, malgré les travaux de quelqu'un qu'on peut citer comme Justin Christoflo, qui d'ailleurs a priori a subi une certaine censure provenant probablement de lobby pharmacochimique, avec des termes qui ont d'ailleurs littéralement été effacés des dictionnaires. Donc concrètement, pourquoi est-ce encore si méconnu aujourd'hui, ces techniques ? Oui, donc... au début, il y a un siècle, il y avait donc dans les écoles d'agriculture, on enseignait l'usage des engrais organiques, hein, comme les fumiers des vaches, de la ferme, et aussi c'était aussi le début des engrais chimiques. Et l'engrais chimique, dans ce temps-là, ça paraissait un peu, je pense, magique. Hein. Hop, on prend une poudre, une roche, on met sur la terre, hop, et ça pousse mieux. On pensait pas à tous les effets secondaires, à la pollution que ça amenait. Et à la dépendance aussi par rapport à une industrie qui vendait ces engrais. Parce que souvent au début, ils vont essayer de vendre ça pas cher pour appâter le client, en gros. Et donc, en même temps, il y avait aussi ces recherches sur l'électroculture avec les antennes. Il y avait même l'Institut agricole de Beauvais, qui est un institut de renommée mondiale, déjà dans ce temps-là, qui faisait des recherches d'électroculture avec des résultats assez impressionnants. Parfois, ils pouvaient doubler la croissance et les récoltes sans engrais. Mais le problème, c'est que dans le système économique actuel de consommation, je pense que vendre une antenne ou un dispositif qui tient 10 ans, 20 ans,
bah, ça intéresse moins le système bancaire, le système politique que vendre des engrais tous les ans. Et donc, du coup, petit à petit, il y a eu des pressions contre l'électroculture. Hein, on retrouve ça dans des articles de journaux de cette époque, où Justin Christoflo, qui était un peu le principal pionnier inventeur dans ce domaine, qui était un pionnier français, hein, et qui rayonnait dans le monde entier avec ses systèmes, bah, ils ont petit à petit été, au début, ils étaient valorisés par certains politiques, et après, ils ont été dénigrés et carrément censurés. C'était même au début enseigné dans les cours d'enseignement agricole, et après ça a été carrément, je pense autour des années 1925, un exemple, il y avait un ministre de l'agriculture qui était très lié avec le président, où il était lui-même le président de la fédération de potasse d'Alsace, par exemple, et il a dit, maintenant virez-moi tout ça, tout ce qui est électroculture, et donc du coup, ça a basculé dans le monde de la chimie, et ils ont même réussi à censurer, à faire disparaître le mot électroculture du dictionnaire. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, vous pouvez vérifier par vous-même, hein, dans la plupart des dictionnaires, il n'y a plus le mot électroculture. Hein. Alors moi, j'incite les gens, pour un peu titiller la bête, d'écrire à Larousse, Petit Robert, hein, aux éditions des dictionnaires, pour leur demander de remettre le mot, s'ils veulent bien. Et après, la deuxième partie de la question, pourquoi c'est moins connu aujourd'hui? Aujourd'hui, justement, ça revient. Hein. Aujourd'hui, avec tous les problèmes liés aux engrais, les prix des engrais qui montent de façon très importante, hein, ça devient parfois même trop cher pour certains agriculteurs. Hein, ils ont déjà pas facile, souvent économiquement parlant. Du coup, ils sont à la recherche d'alternatives. Et grâce à Internet, aux réseaux sociaux, le bouche à oreille, l'électroculture commence à se refaire connaître. Aussi grâce à mon travail au début, et maintenant il y en a d'autres qui s'en occupent aussi. Donc du coup, maintenant il y a vraiment un réveil qui est en cours. Et ouais, j'ai de plus en plus de demandes. Hein. Maintenant c'est encore assez méconnu quand même. Hein. C'est encore très très méconnu. Mais par exemple au niveau des livres, il y a le premier livre qui était sorti pour refaire connaître l'électroculture, c'était en 2010. Je parle du 21e siècle, et maintenant, donc ça c'était le premier livre, et pendant 10 ans, il y a eu que 2 ou 3 livres qui sont sortis, globalement, hein. Et maintenant, en un an, il y en aura peut-être 10 qui vont sortir. Hein. Donc ça montre qu'il y a vraiment une prise de conscience qui est en cours, et j'espère que ça continuera, parce que les résultats sont là. Le grand avantage, c'est que les coûts sont vraiment dérisoires comparés aux approches chimiques et aux engrais, hein, aujourd'hui. Et les avantages sont indéniables sur la fertilité des terres et les récoltes, et la qualité des récoltes aussi. Hein, donc, mais ce qui manque juste, aujourd'hui, c'est la connaissance, hein, c'est l'enseignement. Il y a beaucoup d'agriculteurs, je suis convaincu, que si ils découvrent l'électroculture, ils font le pas et ils essayent et ils commencent, et après, petit à petit, ils vont appliquer de plus en plus ces méthodes, parce que les avantages sont indéniables. Il y a aussi la confiance entre l'État, les organismes, les institutions officielles agricoles et les agriculteurs eux-mêmes, qui a été quand même fortement endommagée, on va dire. Hein. Les dernières années, on vit vraiment des vraies crises. Et par exemple, aux Pays-Bas, il y a eu une vraie crise où l'État veut exproprier les agriculteurs pour soi-disant des problèmes de pollution ou de réchauffement climatique hypothétique. Hein. Donc, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se sont dit l'État ne me veut pas forcément du bien. Et donc du coup, maintenant ils cherchent par eux-mêmes. Et par exemple, il y a 2 semaines, j'avais tout un groupe
d'agriculteurs des Pays-Bas qui sont venus pour bénéficier de l'enseignement sur l'électroculture parce qu'ils cherchent ils cherchent des alternatives maintenant vraiment activement. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'on en a très peu parlé dans les médias français, mais il y a eu des grosses révoltes du monde agricole des Pays-Bas l'année dernière. Je ne sais pas d'ailleurs si ça continue. Où, à cause de certains programmes européens de volonté de réduction d'émissions de pollution, on connaît tous ces sujets, faisait mécaniquement qu'en quelques années, je crois que c'était un tiers du monde agricole devait disparaître, ou deux tiers, enfin c'était énorme, et il y a eu énormément de révoltes, donc forcément, ils commencent à comprendre que ces organismes ne leur veulent pas nécessairement du bien. Vous, à titre personnel, vous consacrez 100% à l'électroculture. Comment est-ce que vous arrivez à vivre de votre passion? Est-ce que vous donnez des formations, des conférences? Est-ce que vous vendez des produits? Ou est-ce que vous faites des conseils d'aménagement de terrain? Par exemple, pour les gens qui aimeraient se lancer dans ce domaine, ou dans la permaculture, ou dans le maraîchage, vous auriez deux, trois conseils à leur donner? Comment est-ce que vous faites à votre niveau? Bah, à mon niveau, moi j'ai commencé par passion. Donc j'ai d'abord fait des conférences qui étaient gratuites. J'en fais toujours encore des conférences gratuites pour faire connaître le sujet par passion. Et après, ben, naturellement, comme ça on arrive, on se rémunère pas comme ça. Alors j'ai commencé au début j'avais commencé à éditer ma thèse de fin d'études pour revendre comme un livre. Et après j'ai commencé à faire des dispositifs, des antennes magnétiques, des antennes d'électroculture que j'ai commencé à vendre, à fabriquer et à vendre. Et donc du coup maintenant mon métier c'est un peu, il y a deux volets. Il y a le côté fabrication et commercial où je vends les diverses solutions d'électroculture. Et donc les antennes atmosphériques, les antennes magnétiques, du basalte, différentes choses. Et en même temps, il y a un côté enseignement où j'organise des cours. Ça a commencé avec un après-midi, après un jour, et maintenant on est à 2 jours. Et je pense organiser des cours d'une semaine aussi maintenant. D'abord c'était que en français, maintenant je donne des cours en allemand, en anglais, en français, en néerlandais. Et je cherche même des traducteurs dans les autres langues aussi. Donc du coup, mais ça devient toute une organisation où il y a un volet enseignement, transmission des connaissances. Et il y a aussi d'autres entreprises, du coup, suite à ces enseignements qui se créent. Il y a des conseillers agricoles spécialisés en électroculture qui se créent. Il y a aussi d'autres, des anciens étudiants de mes enseignements qui font aussi qui organisent aussi des cours et des stages et des workshops. Donc c'est en train de faire émule comme ça, dans divers pays, beaucoup en Allemagne aussi, en Italie aussi, aux États-Unis ça commence vraiment aussi. Et après la fabrication, ben, j'essaye de faire au maximum de la fabrication locale française, parce que je trouve que le problème agricole aussi, le problème des engrais aussi, c'est que souvent ces engrais, ça vient de l'étranger. Et il y a par exemple un pays comme le Sri Lanka qui avait fait faillite récemment. Les prix des engrais avaient explosé. D'un coup, il m'appelle, il y a un Sri Lankais qui m'appelle. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'électroculture? Voilà, parce que l'électroculture, ça permet de retrouver une certaine autonomie aussi au niveau agricole. Ça permet de réduire les dépendances de tous ces intrants. Et avec des moyens assez simples, on peut refertiliser les terres, on peut augmenter les récoltes, augmenter la qualité durablement. Donc c'est vraiment positif pour tout le monde, le consommateur comme l'agriculteur, comme même la politique qui vise vers l'autonomie et la souveraineté du pays. Donc voilà. Non, mais c'est vrai qu'en plus ces engrais sont très consommateurs d'énergie notamment, c'est une question de plus en plus actuelle, la problématique de l'énergie. C'est vrai qu'on voit tous ces gens qui viennent des États-Unis, du Canada, de Chine, du Sri Lanka, qui font appel à vos connaissances, à vos produits. Et au vu de l'augmentation de ces sollicitations, est-ce que vous pensez que vous arriverez à suivre la demande?
Bah, je dois dire, parfois je suis débordé quand je reçois 100 000 sur une journée ou ça peut arriver, hein, je sais pas comment je fais, mais je le fais quand même. Ça, j'y arrive. Hein. Donc, c'est déjà de bien m'entourer. Au début, moi, j'étais quelqu'un de plutôt solitaire. Hein. J'aimais bien travailler seul. Hein. Mais là, c'était aussi mon but de faire connaître l'électroculture. Donc, mon but, je suis très heureux que ça se développe. Mais du coup, ça augmente la demande. Et du coup, maintenant, je suis plutôt dans une démarche de trouver les bons collaborateurs. Hein. J'en ai déjà quelques-uns là depuis quelques mois qui m'aident, qui sont très compétents, qui travaillent bien. Et je pense qu'en France, il y a beaucoup de compétences et il y a beaucoup de techniciens, d'agriculteurs, il y a beaucoup de chômage. Beaucoup de gens ils cherchent du travail et ils veulent faire justement différemment. Donc la ressource, elle est là. Après, c'est pas toujours facile de se trouver, hein, mais on se trouve quand même et voilà. Je pense que ça va. Pendant que l'ancien système s'écroule, il y a tout un nouveau monde qui s'est créé où il y a de plus en plus d'emplois comment je fais? Je m'entoure et je cherche quasiment continuellement des nouveaux collaborateurs. Hein, encore aujourd'hui. Hein. Donc s'il y en a qui sont vraiment très motivés, ils peuvent toujours me contacter. Après, pas trop en une fois, mais l'appel est lancé. Je cherche naturellement des gens compétents qui ont déjà un pied dans l'agriculture quand même pour comprendre les soucis, les besoins et parler le même langage des agriculteurs. Hein, mais voilà, il y a du travail pour tout. Hein, ça va du traducteur jusqu'à l'informaticien, comme dans toute entreprise, on a besoin de tous les métiers. Là aussi, dans mon entreprise d'électroculture, c'est en train de se développer. Hein. D'ailleurs, mon atelier est devenu un peu trop petit. On est occupé à rénover un autre atelier plus grand. Voilà, il faut aussi poser des fenêtres. Il y a plein de choses très pratiques aussi à faire qui correspondent au développement d'une entreprise. Quittons un petit peu le terrain vraiment technique et on dit que vous avez toujours vécu à la campagne, vous êtes proche de producteurs locaux, vous avez des idées et des propositions politiques pour le monde agricole. Pouvez-vous nous parler un petit peu des valeurs humaines ou éventuellement des valeurs de société que vous défendez à titre individuel? Oui, à titre individuel, moi je suis pour un certain retour aux traditions ou aux valeurs qui ont fait la force de la France à travers les âges. Hein. Donc vraiment la culture. Et je suis pour ça pour tous les pays, que chaque pays a sa culture, a ses traditions. Et donc pour la souveraineté des pays. Hein. Aujourd'hui, le grand problème, c'est ça aussi au niveau agricole, finalement, de tous les pays, c'est qu'il faut retrouver une souveraineté alimentaire et une souveraineté au niveau des décisions, hein, au niveau des règles et au niveau au niveau de la production alimentaire. Hein. Donc moi, mes valeurs, c'est vraiment la souveraineté, c'est l'innovation. Hein. La France a été toujours un pays très innovant. Par exemple, Justin Christofleau, un des pionniers de l'électroculture, hein, il n'est pas le seul, il y a aussi les recherches de Georges Lakhovsky qui sont très intéressantes, qui était un étranger mais qui a vécu longtemps en France et qui a pu faire ses recherches en France. Et il y a aussi Jacques Benveniste sur la mémoire de l'eau qui est très connu. Ce qui est dommage, c'est que ces innovateurs, souvent, ils inventent les choses en France. Hein, y a vraiment un terreau fertile pour l'innovation en France. Et c'est dommage que ça puisse pas, qu'il n'y a pas un terreau fertile pour le développement après. Hein, que souvent ils doivent s'expatrier à l'étranger pour trouver la possibilité de développer cela. Moi j'ai choisi avec l'électroculture malgré les difficultés en France, moi je trouve on doit avoir un esprit de résistant.
il faut vraiment, malgré toutes les difficultés, il faut œuvrer à développer ce qu'on trouve important dans la vie pour créer la France de demain. Et donc là, moi, je pense que dans l'innovation, donc c'est pas juste les traditions françaises, hein, c'est aussi les traditions, mais aussi avec l'innovation. L'un peut aller avec l'autre. Hein, c'est pas qu'on retourne à la vie d'il y a un siècle. Un exemple, l'électroculture. Les techniques d'électroculture d'aujourd'hui, ils sont inspirés du passé, mais avec les connaissances sur l'électricité, sur la vie du sol d'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Hein, ça a plus rien à voir, on va dire. Maintenant, on peut faire beaucoup plus de choses de façon beaucoup plus moderne. Hein. Mais c'est quand même une force de la France. Encore aujourd'hui, l'électroculture, finalement, se réveille dans le monde entier, beaucoup grâce à la France. Hein. Ça a commencé avec les jardiniers qui m'ont suivi. Maintenant, il y en a des milliers. Rien que dans le village, ici, il y en a peut-être une dizaine. Hein, et on est à 250, 300 habitants. Hein, donc, et après, ça crée un terreau fertile, plein de témoignages, de résultats, d'exemples, qui, par le bouche à oreille, se voient à l'étranger. Après, il y a le jardinier aux États-Unis qui veut aussi faire pareil, parce qu'il veut aussi des tomates sans maladie, des pommes de terre. Il veut aussi 15 pommes de terre par plant, ou même jusqu'à 40 pommes de terre par plant. Des choses comme ça, c'est possible, hein, par exemple. Voilà. Il y a un terreau fertile. Hein, maintenant, il faut plus parler vraiment des valeurs, de l'innovation, des points positifs de la France. Hein. Et aujourd'hui, c'est dommage que dans les médias, on est rentré dans une sorte de marasme où on se critique tous les uns les autres, au lieu de vraiment voir le bien et les compétences qu'il y a en France. Hein. Parce que c'est pas que dans l'agriculture, il y a encore énormément de compétences. Hein. Il y a tout un milieu alternatif qui s'est développé en France dans l'agriculture sur la connaissance de la vie du sol, sur des techniques sans labour, où la France est un exemple à l'étranger. Hein. Et je pense que tout ça, on peut le mettre en valeur encore beaucoup plus. Ouais. Très bien. On se doute que vous êtes très occupé en ce moment avec l'augmentation des demandes, mais on avait aussi une autre petite question personnelle. Est-ce que vous avez des projets à venir prochainement ? Oui, mes projets, c'est vraiment de développer le côté enseignement et livres. Hein, je suis occupé à faire plusieurs livres. Donc il y a un premier livre qui sort dans les prochains jours, qui est sur le basalte et le paramagnétisme, qui est pour moi un peu un élément de base dans le domaine de l'agriculture, de l'électroculture, qui peut aider énormément d'agriculteurs et de jardiniers. Et après, j'aurai d'autres livres sur les diverses techniques d'électroculture. Ouais, voilà, donc ça c'est un peu mes projets à venir. Hein, c'est aussi le développement international, on va dire. Hein. Cette année, il y a vraiment beaucoup de demandes internationaux, donc ça demande une autre organisation. Hein. Ça demande de réfléchir au niveau international. Hein. C'est différent que réfléchir juste au niveau de la France. Hein. Voilà. Est-ce que vous auriez quelques conseils de livres à donner à un néophyte qui souhaiterait se lancer dans la réalisation d'un potager ou d'un verger en s'inspirant un petit peu de ces techniques ? Est-ce qu'il y a des ouvrages qui, à vos yeux, font autorité ? Oui, je donne toujours comme exemple, si on a un à conseiller, je dirais, c'est l'ouvrage de Justin Christoflo, hein, le pionnier français. Donc là, on a vraiment la façon comment lui faisait en 1925. C'est un ouvrage de 1925 qui a été réédité. Hein, il a été réédité même plusieurs fois là, que vous trouvez sur Internet. Ça s'appelle Électroculture de Justin Christoflo.
Et là, on a un tas de témoignages aussi, on a un peu une vue globale de l'histoire aussi. Et, et après, il y a un autre livre, c'est Électroculture et énergie libre de Charles-Maxence Layet et Roland Verlaine, qui a été fait en 2010 et qui a été réédité aussi maintenant. Après, ben, il y a encore d'autres livres qui sont en train de sortir, hein, mais il y en a un peu trop pour énumérer comme ça. Hein. Il y aura les miens aussi, naturellement. Hein. Mais je dirais, pour un qui découvre le livre de Justin Christophe Lot, à la fois, c'est très pratique. Hein, on sait tout de suite comment faire dans son jardin. Et à la fois, on apprend énormément sur l'histoire et aussi les résultats qu'il avait. Hein, qui sont indéniables et qu'on pourra aussi obtenir dans son jardin. Donc ça, une fois qu'on a lu ça, on a aussi envie d'avoir les mêmes résultats dans son jardin. Très bien. Donc on arrive vers la fin de l'entretien. Une petite question encore personnelle, en dehors de vos activités professionnelles qui vous prennent beaucoup de temps, est-ce que vous avez des loisirs ou des activités qui vous tiennent à cœur? Oui, après finalement, moi j'ai fait de mes loisirs, mon travail aussi un peu. Le jardinage, le jardin, les techniques alternatives, c'est quelque part, c'est ma passion aussi. Hein, donc j'aime bien dans mes loisirs, c'est visiter d'autres jardins, tout simplement, voir comment les autres font, et la beauté des jardins, hein, dans les différentes cultures aussi. J'aime bien les jardins comme font les Anglais, par exemple. Hein, le jardin à la française aussi, hein, mais j'étais beaucoup marqué par un vieux monsieur anglais qui était un peu comme un grand-père, on va dire, quand j'étais petit. Et ça m'a, ce côté un peu nature et en même temps jardin. Et après, j'aime bien la voile, même si je pratique pas beaucoup, mais ça m'a toujours attiré. Mon grand-père était un inventeur, on va dire, dans le milieu de la voile. Il a conçu des bateaux, le motorhop, pour ceux qui connaissent, un petit dériveur. Ouais, j'aime bien la nature, la campagne, les bons restaurants, les traditions. Donc voilà, c'est un peu. J'aime bien visiter le terroir local quand je vais à un endroit. Voilà. Très bien, eh bien merci. Traditionnellement, nous vous laissons le dernier mot, hein, le mot de la fin, si vous souhaitez rajouter quelque chose ou éventuellement aborder un sujet qui n'a pas été. Il y aura tellement de choses à dire, hein, mais là tout de suite, je dirais un grand merci à vous tous, hein, et un grand merci à tous ceux qui vont découvrir l'électroculture. Hein, je les invite vraiment à regarder. Hein, ce sera nouveau pour beaucoup d'entre eux. Et je les incite naturellement à essayer, à tester, hein, des petites techniques dans leur jardin pour commencer à voir des résultats et simplement faire leur propre opinion et en parler, à faire connaître ce qui a été trop censuré, caché, à réfléchir par eux-mêmes. Hein. Aujourd'hui, je dirais, j'incite les gens à réfléchir par eux-mêmes, hein, et à pas tout prendre tout comptant ce qu'on leur dit, hein, mais vraiment d'expérimenter par eux-mêmes. Il faut recommencer à zéro finalement. Et aujourd'hui, on voit que sur certains plateaux télé, on reproche aux gens de réfléchir, hein, on reproche aux gens de poser des questions. Là, je pense que là, il y a une limite à pas franchir quand même. Là, c'est exagéré, non. Si moi j'ai commencé aussi avec tout ça, c'est parce que je me suis posé des questions. Il y a des choses que je ressentais faux, hein, et il faut vraiment retrouver la vérité dans toute chose. Hein, je pense que les gens, ils ont soif de vérité. Et comme nous tous finalement. Et on en a marre de tous ces mensonges, de tout ce marketing du mensonge, on va dire. Non, maintenant, il faut valoriser ce qui est authentique, valoriser où il y a de la vérité, où on ressent de l'authenticité. Hein. Par exemple, moi... j'en ai un peu marre, hein, le symbole, c'est un peu les costumes cravates. Hein.
On en a marre d'écouter les costumes cravates qui disent plein de choses qui n'ont ni que qui n'ont aucun beau sens. Hein. Maintenant, il faut revenir à écouter les gens qui ont vraiment de l'expérience, de la compétence, hein, qui montrent, par exemple, un ministre de l'agriculture, il faut qu'il vienne du monde agricole. Hein. C'est un exemple tout simple. C'est le bon sens. Il faut écouter les gens qui sont du métier, qui ont la compétence, qui ont du bon sens, et aussi accepter. Dans l'agriculture, pareil, c'est pas, voilà, il y a le monde du conventionnel, le monde du bio, les permaculteurs, les ceux sans labour, et on se parle pas, non. Il faut accepter de s'écouter tous l'un l'autre, comprendre pourquoi un est amené à labourer, voilà, parce qu'il a toujours fait comme ça, ou parce que ça a aussi ses avantages, hein. Il faut comprendre toute l'histoire qu'il y a derrière, et chacun a son histoire. Hein, et comprendre pourquoi l'un il veut plus labourer par exemple, et il y a aussi tous ces avantages, et c'est par l'écoute qu'on pourra développer, améliorer les techniques aussi, et qu'on pourra construire une société plus saine, où on s'écoute de nouveau et où on apprend les uns des autres et on s'accepte. Hein. Aujourd'hui il y a une intolérance qui est on va dire excitée par le monde politique. Et cette intolérance peut mener même à des révoltes et à de la violence dans la société qui est vraiment qu'on peut tout à fait éviter. Hein. Même dans l'agriculture, finalement, on est tous victimes, que ce soit le petit agriculteur bio ou le gros industriel qui est aussi au bord de la faillite. Hein, et on est tous victimes de règles qui ont été mises en place qui n'ont plus de bon sens. Donc il faut maintenant se remettre ensemble finalement et remettre des nouvelles règles en place qui sont positives pour la société. Hein. Voilà. C'est un excellent mot de la fin. Yannick, encore merci beaucoup pour votre accueil et pour le temps que vous nous avez consacré. Nous invitons tout le monde à s'intéresser à votre travail et à chercher justement par eux-mêmes. Nous souhaitons une très bonne continuation. Nous disons à bientôt et encore merci. Merci beaucoup.